Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie dédié exclusivement au cabinet d'avocats. Nous réalisons des formations, du coaching d'avocats et également des missions de conseil pour leur cabinet. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Yohan Chemama. Yohan Chemama est ce qu'on pourrait qualifier de bébé Arsène. On entend beaucoup parler de bébé Gide et on en a beaucoup rigolé en disant que lui, c'était un bébé Arsène. Arrivé chez Arsène le 11 janvier 2011, il est aujourd'hui avocat associé au sein de ce cabinet. Dans cet épisode, il vous raconte son expérience et répond de façon extrêmement fluide à l'ensemble des questions que je lui ai posées. J'ai passé vraiment un super moment et j'espère que vous en passerez également un en écoutant cette interview. Bonne écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien écoutez, bonjour Maître Yohan Chemama, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, Arsène, à Paris, situé au 32 rue de Monceau, j'allais dire rue de Montaigne. Bonjour Yohan Chemama. Bonjour Valentin. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler exclusivement de vous. Je veux savoir qui était Yohan Chemama avant de devenir avocat. Alors avant de devenir avocat, j'ai été étudiant dans un lycée parisien. Et puis, et c'est drôle parce que j'ai écouté votre nouveau podcast sur les interviews des directeurs juridiques. Et j'ai entendu une directrice juridique qui dit « Je ne vais pas vous faire la sérénade de je voulais défendre la veuve et l'orphelin et donc je me suis inscrit en droit ». Moi, j'ai eu le parcours exactement le même qu'elle, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout parti pour faire du droit. J'étais plutôt parti pour faire une classe prépa, pour faire après Sciences Po et puis l'ENA. Et en fait, j'ai aussi fait mes vœux par Minitel et je les ai plantés. Et donc, je me suis retrouvé sur les bancs d'Assas. Rétrospectivement, je regrette absolument rien. Mais ce n'était pas forcément une vocation de faire du droit. Et assez vite, pendant mes études de droit, je me suis orienté vers la fiscalité. Je ne voulais pas exercer dans un domaine où il y avait trop d'enjeux humains. Je ne me sentais pas forcément calibré pour gérer des vrais drames humains. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit que je serais pénaliste, je ne me suis jamais dit que je ferais du divorce. Voilà. Je voulais quelque chose qui soit pas déshumanisé, mais en tout cas qui soit relativement dépassionné. Et assez vite, je me suis engagé en fiscalité parce que j'avais des amis qui faisaient de la fiscalité, parce que j'avais un cours qui était dispensé par Gauthier Blanc-Luet, qui est un des très bons fiscalistes, si ce n'est le meilleur, et qui dispense des cours à la fac, et qui m'a vraiment donné envie de continuer dans cette matière. Donc après, j'ai fait le Master 2 d'Assas, et puis j'ai commencé mes stages, et puis je suis arrivé ici chez Arsène en première collaboration le 11 janvier 2011. Donc on parle finalement des bébés Gide, mais on a aussi des bébés Arsène. On a des bébés Arsène, on a de plus en plus, et qui font toute leur carrière chez Arsène. Il y a des associés dans le cabinet, jeunes associés qui sont arrivés première collaboration chez Arsène. Et d'ailleurs, la promotion à laquelle j'appartiens d'associés, on est 4, dont 3 qui sont arrivés en même temps que moi, qui eux-mêmes ont fait leur stage de fin d'études chez Arsène, ce qui n'est pas mon cas. Mais en tout cas, on est 3 à être arrivés en première collaboration ici et 10 ans après à être associés.
Très clair. Et donc, vous nous avez parlé à la faculté du fait que vous vouliez travailler pour une matière qui n'était pas trop humaine, ou en tout cas une matière qui n'était pas passionnée, mais vous ne nous avez pas expliqué pourquoi la robe. Pourquoi avocat? C'est un peu le parcours. Une fois que j'étais en droit, je me suis dit, bon, alors... Administration fiscale. Ça, c'était pas vraiment une option, mais non, je voulais pas aller dans la magistrature parce que c'est pareil, je voulais pas être confronté à porter un jugement sur des parcours, sur des personnes. Et donc, j'ai choisi une voie assez facile au fond, hein, au plan de la gestion humaine. Enfin, voilà, nous, ce qu'on nous demande, c'est d'accompagner les clients, d'être avec eux. Donc, il y a beaucoup d'empathie, mais on n'est pas là pour sonder les âmes, quoi. Et ça, c'était important pour moi. Très clair. Et donc, du coup, vous rentrez chez Arsène en tant que collaborateur le 11 janvier 2011. Et là, quand vous passez les premières portes du cabinet, quelles sont les premières tâches qui vous sont confiées et est-ce que la vision que vous avez de la profession colle à celle que vous allez subir ou en tout cas vivre, pardon, subir c'est horrible comme terme, mais chez Arsène? Alors déjà j'ai découvert un monde parce que moi j'avais fait mes stages dans des cabinets qu'on appelle des cabinets d'affaires. Donc moi j'étais passé par Linklaters et par Gide. Donc c'est vrai que ici il y a toujours un héritage Andersen. Alors on n'est pas un big, mais il y a un peu de ça dans une certaine dimension quand même un petit peu. Et donc il a fallu réapprivoiser ou apprivoiser les codes. Voilà. Et après, les tâches qui m'ont été confiées, c'est des tâches de recherche, principalement de rédaction de notes. Après, il y a quelque chose d'assez spécifique chez nous. Enfin, je ne veux pas faire essayer de comment dirais-je, de vous convaincre, mais en tout cas, non, mais je ne vais pas faire de prosélytisme. Ouais. Voilà, c'est bon, quoi. Non, il y a quelque chose d'assez spécial chez nous, et je faisais référence un petit peu aux logiques big, mais qui nous différencie vraiment d'eux, c'est la fluidité qu'on a dans les rapports. C'est-à-dire que chez Arsène, globalement, vous occupez toute la place que vous voulez occuper. Et donc très vite, si vous faites correctement les travaux qu'on vous confie, on vous donne la possibilité d'aller au-delà. Il n'y a pas de logique qui consiste à dire tu ne vois pas un client pendant 2 ans ou 3 ans, tu ne parles pas à un associé jusqu'à ce que tu sois aies atteint un niveau de seniorité qui fait que tu peux leur adresser la parole. Non, la réalité c'est qu'on peut prendre toute la place qu'on veut sur un dossier. Et donc assez vite, je me suis retrouvé en direct avec des clients parce que j'avais réussi à nouer avec les gens qui me faisaient travailler une relation de confiance et ils ont estimé que j'étais en mesure d'être en interaction directe avec des clients. Je me souviens, je ne sais pas, je devais être alors tout jeune senior. Senior, ça va peut-être pas forcément parler parce que chez nous, senior, c'est 2 années d'expérience. C'est le grade avant manager chez vous, c'est ça? Exactement. Donc on est junior pendant les 2 premières années, ensuite senior pendant 3 ans et ensuite on devient manager. Parce qu'on estime qu'au bout de 2 ans, on franchit déjà un gap, ou en tout cas qu'on a assimilé l'ADN du cabinet et qu'on a déjà acquis certains réflexes? Oui, c'est ça. On a assimilé certains réflexes et on doit rentrer dans une nouvelle phase. Et en fait, quand on parle avec les plus jeunes, parce que la question du maintien de ces grades se pose de manière assez régulière, ne serait-ce que parce qu'en fait, ils créent une assimilation avec les bigs qu'on renie pas, mais c'est pas notre ADN, on n'est pas un big. Donc on se pose la question à chaque fois de maintenir ou pas ces grades. Et la réalité, c'est que quand on parle aux plus jeunes, pour eux, en fait, ça cale des étapes dans leur construction professionnelle. Et typiquement, sur les seniors, on considère qu'ils se sont déjà imprégnés de l'ADN du cabinet et qu'on leur assigne une tâche qui fait clairement partie de notre façon de travailler et de notre ADN, qui est la délégation. On estime qu'à 2 ans, ils sont capables de pouvoir faire travailler des plus jeunes, commencer à les initier à certaines fonctions de management, c'est-à-dire qu'on les responsabilise aussi sur la
la formation et sur la prise en charge des jeunes collaborateurs et stagiaires. Et donc là, voilà, ils savent qu'on les attend aussi sur ces thèmes-là, et puis aussi sur un élargissement du volume des dossiers qu'ils ont à traiter, et puis sur des progressions techniques. Mais dans l'évolution de l'ADN et du management, c'est ça, c'est commencer à faire travailler des plus jeunes. Ok, donc du coup, sur chaque slot, donc quand on est stagiaire, on attend quelque chose de nous. Lorsqu'on arrive sur les 2 premières années, on attend quelque chose de nous avant de pouvoir passer senior. Lorsqu'on devient senior, on a 3 ans, entre guillemets, pour passer manager. Et ensuite, on a de nouvelles tâches qui arrivent. Et c'est quoi le grade suivant? Alors après manager, il y a senior manager. Ok. Et senior manager, c'est pareil, c'est pour caler un petit peu des étapes. Nous, on est dans une logique très entrepreneuriale, on est dans une logique où on fonctionne beaucoup par cooptation interne, où on projette nos collaborateurs, où on a une ambition commune et très inclusive. Et du coup, quand on devient senior manager, donc ça c'est 4 ans après le passage manager. Vous voulez la 9e année à peu près? Exactement. Okay. On rentre dans une logique d'association. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va être interviewé par un collège d'associés 2 fois par an pour faire le point sur son évolution professionnelle, son business case, sur des actions de développement et puis de manière plus générale sur ses envies, puisque tout le monde n'a pas forcément envie de devenir associé. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, on a calé un process dont l'issue est en principe l'association. Et ça, c'est un processus d'accompagnement. Alors après, encore une fois, l'idée, c'est que le collaborateur soit accompagné tout au long de sa carrière. Les sujets de timing, on garde toute flexibilité sur des passages anticipés, notamment de grade, pour faire avancer ceux qui performent bien plus vite. Mais je trouve que c'est extrêmement pertinent parce que dans des collaborateurs et même des associés qui étaient par le passé collaborateurs ont des retours en nous disant que finalement, quand ils étaient collaborateurs ou lorsqu'ils le sont aujourd'hui, ils ont l'impression de dépendre du bon vouloir des associés en se disant il y a certains associés qui le sont devenus au bout de 7 ans pour les meilleurs d'entre eux, les plus brillants ou ceux qui ont su aller le plus vite et que d'autres finalement ne le deviennent jamais. Et je trouve que ce partner track ou ce track de l'avocat au sein du cabinet d'avocat a le mérite en tout cas de donner de la transparence et une évolution du rôle de l'avocat au sein de la structure. Oui, exactement. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra associé. Parce que ça, on en parlera du faible nombre d'associés au sein de la structure. Mais en revanche, ça veut dire qu'on s'engage et qu'on est aussi d'une certaine manière, que la structure est responsable vis-à-vis du collaborateur parce qu'on organise des points réguliers sur son évolution. Et ça, c'est effectivement important. Alors après, il y a dans les critères d'association ou de bonne évolution au sein d'un cabinet d'avocats, comme dans tout, il y a des critères qui sont très subjectifs et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus subjectifs. Donc, on n'a pas la prétention d'être dans une transparence totale, puisqu'il y a des choses qui se passent ou qui ne se passent pas. Mais en revanche, on organise notre engagement et puis des points réguliers sur l'évolution des collaborateurs. Très clair. Et on va revenir un petit peu sur vous, votre parcours finalement du début de junior, parce que vous n'avez pas été stagiaire ici, jusqu'à votre association récente. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces grandes étapes, mais non pas du prisme de l'associé qui parle du track de l'avocat sur son cabinet, mais plutôt vraiment de celui qui l'a vécu en interne et qui a vu les évolutions au sein de son rôle, au sein de la structure évoluer? Oui, moi rétrospectivement, je me dis que il y a des événements qui ont marqué des vraies évolutions dans ma carrière et dans ma façon d'aborder, traiter les dossiers. J'ai beaucoup travaillé, ça c'est indéniable. Alors je l'avais pas fait beaucoup quand j'étais à la fac et quand j'étais au lycée, mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu ce que c'était que vraiment de bosser. Et après, oui, il y a eu des événements qui ont marqué des tournants. Je me rappelle d'un moment où j'étais senior, je crois,
On avait préparé une mission assez complexe pour un client dont on s'occupe. J'avais fait la présentation, j'avais fait les recherches, j'avais débriefé avec mon associé. Et en fait, dans le taxi, mon associé me dit... donc on avait rendez-vous avec le directeur général et puis la direction financière. Mon associé me dit bon bah c'est toi qui présente la réunion, enfin c'est toi qui présente les slides, puisqu'en fait c'est toi qui as fait le travail, tu es beaucoup plus dans les chiffres que moi, donc c'est toi qui... Et là je peux vous dire qu'on allait à la Défense et que j'ai jamais autant prié pour qu'il y ait des embouteillages, pour que j'ai le temps de travailler un peu ça. À la fin ça s'est très bien passé, mais c'est des moments où en fait, ici, il y en a beaucoup, et ça c'était notre ancien managing partner qui avait théorisé ça, il disait on est toujours en déséquilibre avant. Ben, c'est ça un peu, les grandes évolutions, elles ont été marquées par des moments où, de manière assez inattendue, on m'a forcé à aller au-delà de ma zone de confort. Et donc là, ça a été le cas. Je me souviens aussi d'une opération d'acquisition pour un gros groupe sur lequel on avait travaillé. Alors maintenant, les opérations, elles se font en 3-4 jours, donc il faut aller très très vite. Et on m'appelle à 19h pour me dire, bon bah voilà, la data room est dispo ce soir dans les locaux du fonds cédant. Moi je pars, donc ça c'était mon client. Je dis bah moi aussi, hein, j'arrive. Bon voyage. Voilà. Et on se retrouve dans la salle... dans une immense salle, pas le droit de prendre des photos, juste avec un bloc et puis le rapport d'audit qui avait été préparé. Et puis le lendemain matin, mon associé n'était pas là parce qu'il était en déplacement. Et le lendemain matin, je me retrouve tout seul avec mon petit bloc. J'étais tout jeune manager devant le managing partner du fonds pour lequel on travaillait, les banques d'affaires, tout un tas de conseils. Et puis je venais débriefer mes petits risques qu'on avait identifiés pendant la nuit. Et ça, c'est pareil. Je peux vous dire qu'avant de rentrer, j'emmenais pas large. Et tout ça, ça a été des moments de stress intense, mais après qui ont été source d'une grande satisfaction et qui m'ont permis d'évoluer aussi dans ma gestion du stress, dans ma gestion de la relation client et de faire toujours plus. Et ça, c'est des moments qui ont été assez marquants pour moi. Là, on parle de moments de bonne évolution finalement parce qu'ils sont soldés par des bons moments, mais je suppose que vous avez eu aussi de mauvais moments. Ouais. Est-ce que vous voulez un petit peu nous en parler ? Oui, il y a eu des mauvais moments. Il y a eu toutes les soirées, les nuits passées au cabinet. Ça, c'était la première, ça va. Et puis, au fur et à mesure, ça devient moins sympa, mais il n'y en a pas non plus eu des tonnes parce qu'on a quand même l'avantage d'avoir une activité qui est malgré tout assez linéaire. On n'a pas comment dirais-je, les séquences où les avocats corporate notamment dorment pas pendant 48 heures parce qu'ils sont en closing. Ça généralement, on n'a pas ça. Oui, et puis après, il y a eu parfois, ça m'est pas arrivé souvent, mais il y a eu des moments qui étaient compliqués parce qu'en fait, j'ai fait une erreur, un truc comme ça. Et là, c'est difficile. Mais après, on grandit aussi. Bon, heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais qu'elles ont toujours été rattrapées. Mais oui, ça, c'est des moments qui font grandir aussi. Et là, l'entourage est assez important. Alors, il y a l'entourage personnel, mais y compris l'entourage professionnel. Et là, j'ai toujours travaillé avec des associés qui m'ont jamais reproché une erreur, qui m'ont toujours accompagné, y compris dans la gestion après de la relation avec le client. Voilà. Et donc ça a été un stress. Et puis après un bon stress. Et puis après on est sorti grandi. Mais oui, ça n'a pas toujours été. Très clair. Quand vous nous parlez des nuits que vous avez pu passer ici, dans beaucoup de cabinets d'avocats, on en entend parler. On a vu qu'il y a un article qui est sorti il y a 2-3 jours sur Goldman Sachs par rapport aux 98 heures semaine de moyenne qu'ils avaient fait. Est-ce qu'on est loin de ce taux-là ou pas du tout ? Non, ici on est quand même pas
pas à ce point-là. Mais après, même dans les cabinets d'avocats où il y a une grosse activité corporate, c'est souvent, alors, sauf quand il y a des années folles, je veux dire, par exemple 2018, qui a été une année complètement folle en private equity. Je suis plus 37 sur l'année 2018. Ouais, c'est ça. Donc ça a été la folie. Et même nous, on en a bavé. Mais après, autrement, c'est des moments où on a beaucoup de travail et puis des moments où on en a moins. Et nous, en réalité, de par notre activité qui est pour partie composée d'opérations transactionnelles, donc de private equity, mais aussi de clients corporate qu'on conseille de manière récurrente, on a quand même une capacité à bien gérer notre temps, et donc on a des emplois du temps qui sont relativement linéaires, quoi. Donc c'est quand même assez rare qu'on fasse des nuits au cabinet. Très clair. On va se remettre quelques années en arrière dans votre peau de senior manager, en phase de pré-association, où vous nous avez dit que vous aviez des relations pendant 2 fois par an avec les associés qui étaient en place pour voir l'évolution de votre travail. À ce moment-là, on vous a demandé, je suppose, et vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, de vous positionner ou en tout cas de préparer un plan de développement pour prétendre ou en tout cas pouvoir être coopté à l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce passage-là aussi ? Oui. Effectivement, on a eu ces interviews-là. Alors, la première, c'est pas très original, mais c'est ce qu'on appelle les SWOT. C'est-à-dire qu'on analyse nos forces, nos faiblesses, nos atouts et nos menaces. Donc, ça, c'est en gros l'état des lieux d'un positionnement à la fois interne, personnel et puis de marché. Et puis après, effectivement, on nous demande, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu aimes faire et comment tu envisages de le développer. Ce qui était assez compliqué. Alors, moi, je vous dis, j'ai été coopté avec d'autres de mes camarades, notamment un d'entre eux qui développe une practice très précise, d'ailleurs qu'on n'a pas au cabinet, donc c'est quelque chose qui est en train de se construire. Donc lui, il avait un positionnement business qui était assez simple. Moi, en revanche, on m'a dit, mais tu vas faire quoi ? Je vais faire du private equity et puis du conseil corporate. On me dit, mais ok, mais il y en a déjà 6 qui font ça, donc en fait, qu'est-ce que tu vas... une fois qu'on s'est dit que je vais le faire mieux que les autres n'est pas une réponse, il faut essayer effectivement de travailler un petit peu sur quelque chose de différent. Moi, je travaille, quand j'étais manager, du coup, je travaillais sur les dossiers de mes associés, je travaillais beaucoup sur du large cap. Donc, une des réponses a été de se dire, je vais me positionner sur d'autres tailles de deal, je vais aller chercher des fonds plutôt de small ou de mid cap, essayer aussi, parce qu'en fait, il y a... une répartition du marché entre les différents acteurs et en fonction de la taille des fonds qui est en train de se dessiner. Et une des positions était de dire, mais au fond, les fonds de small ou de mid-cap, on peut aussi leur apporter, c'est-à-dire qu'Arsène ne fait pas que du large cap. En fait, on peut aussi apporter quelque chose, un service sur lequel on ne transige pas sur la qualité, évidemment, mais qui va être calibré au regard des attentes de ces fonds-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la fiscalité quelque chose de complètement support ou une box à ticker pour un rapport d'audit de banque, mais on va dimensionner quelque chose qui va être basé sur notre expertise et nos expériences, y compris sur des opérations plus larges, et on va l'appliquer à des acteurs qui sont positionnés sur des types d'opérations qui sont plus petites au plan financier notamment. Bien sûr. Et donc du coup, pour connaître les objectifs de ces fonds mid ou de ces fonds small, qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, on les a rencontrés. On est allé voir. Alors, c'était compliqué dans la période actuelle, puisqu'on ne peut pas
se voir physiquement. Donc, c'est pas simple. En tout cas, c'est moins simple que quand on peut se rencontrer, mais on les a rencontrés et ils nous ont effectivement expliqué quelles étaient, eux, leurs attentes, et quelles étaient leur appréhension du sujet fiscal au regard de leurs expériences passées. Et puis, à partir de là, on a mis en exergue notre façon un peu différente de voir les choses. Et ce que nous, on vend, c'est-à-dire un positionnement fiscal uniquement, en réalité, c'est une plus-value, quelle que soit la dimension de l'opération. C'est pas parce que ça s'applique pas, c'est pas uniquement parce qu'on fait du large cap que le fait d'avoir un acteur qui va porter les questions fiscales est pertinent. La fiscalité, en réalité, ça peut quand même substantiellement modifier les équilibres de retour d'une opération, si c'est mal fait. Deuxième chose, c'est que la fiscalité, c'est globalement revu, soit parce que vous allez vous faire auditer en fin de cycle avec potentiellement un impact sur le prix ou un impact gap, ou ça peut être revu en contrôle fiscal. Et puis ça, c'est pas le risque, et si vous voulez, il ne s'appréhende pas de manière abstraite. La magie de la fiscalité, c'est que c'est des maths et c'est des chiffres. Donc la réalité, c'est que mettre en avant et porter la problématique fiscale, c'est pertinent pour tout type d'opération en réalité. Mais alors du coup, est-ce que c'est pas compliqué pour vous, qui êtes positionné exclusivement sur le droit fiscal, d'entrer sur certaines opérations mises en place par ces fonds? Parce que les fonds ont besoin du corpo, private equity, peut-être avant vous. Et du coup, comment vous arrivez à rentrer, alors que quand on a des cabinets multiservices, on pourrait faire la passe à son partenaire en taxes? Ouais, on arrive à rentrer parce que en réalité, souvent les fonds au début hésitent parce qu'effectivement, c'est plus simple d'aller voir un acteur qui va être full service, c'est-à-dire on va avoir un point d'entrée en corporate et puis ensuite il va gérer la fiscalité. Mais la réalité des clients qui nous ont essayé, c'est qu'ils ont assez vite vu la différence en termes de retour pour eux, de compréhension des problématiques par rapport à un cabinet full service dont parfois ils ne connaîtront pas l'avocat fiscaliste, enfin, en tout cas celui qui va structurer l'opération au plan fiscal, parce que en fait, c'est pas le business model de la firme, et donc du coup, le fiscaliste va rester un peu en retrait à faire son mémo. Et la réalité aussi des opérations, c'est que nous, on est en charge de la rédaction du mémo de structure. Le mémo de structure, c'est un mémo qui détaille l'ensemble des séquences juridiques et fiscales de l'opération et qui sert de bible notamment à la documentation de financement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune opération qui sera permise par la doc bancaire si elle n'est pas reflétée dans le mémo de structure. Et donc, on est assez pivot dans la structuration de l'opération. Et notamment, le retour qu'on a eu de nos clients, c'est que quand on intervient, en réalité, ils comprennent l'ensemble des étapes de l'opération. Ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait comme ça et pas autrement. Et ils ont un accès direct à celui qui va leur décrypter les opérations de closing du début jusqu'à la fin. Et ça, pour eux, en termes de compréhension de leur deal et de compréhension de l'ensemble des enjeux, parce qu'en réalité, comme on définit aussi la structure d'equity, ça a des impacts sur le management package, ça a des impacts après on détaille aussi la structure de financement, donc ça a des impacts sur la compréhension qu'ils ont des garanties qu'ils peuvent donner dans le cadre d'un financement. Enfin, ils ont vraiment la carte d'identité du deal dans ce mémo de structure, et du coup d'avoir un accès direct et de poser la question pourquoi est-ce qu'on fait ça dans ce sens-là et pas autrement, pour eux c'est une vraie valeur ajoutée. Et puis vis-à-vis aussi des interactions qu'on peut avoir avec les autres équipes. Du coup, nous, on travaille qu'avec des équipes corporate de cabinets de lawyers. À la fin, en réalité, on a des habitudes de travail avec les uns et les autres qui font que
on n'est pas dans la même firme, mais en réalité, on a une fluidité qui fait que c'est tout comme. Mais en revanche, on a cet avantage d'être extérieur, d'avoir été choisi par le client, de ne pas avoir besoin, de ne pas être adossé à une pratique corporate. Donc, en réalité, quand on a quelque chose à dire, on ne se pose pas la question de savoir si ça va plaire ou pas, même si on est évidemment là pour avoir des relations les plus constructives possibles. Mais en tout cas, on n'a pas cette contrainte liée au fait qu'en réalité, comme c'est le département corporate qui nous donne à manger, on va parfois éviter de faire quelque chose de trop compliqué parce que en fait, ça va changer des habitudes, ça va changer du précédent qu'on a et puis ça va être source de plus de friture dans la mise en place de la structure. Donc, le fait d'être d'un cabinet extérieur, ça permet aussi, dans les interactions avec les autres équipes, de porter le sujet fiscal un peu différemment, je pense. Et ça, les clients le sentent. Donc en fait, là où on vient chercher un cabinet full service, le tax sera un support à l'opération M&A, alors que quand on prend un cabinet en M&A et qu'on vient chercher Arsène pour le tax, on va avoir 2 services associés et autonomes pour pouvoir avoir une vision globale beaucoup plus pertinente sur l'opération. Exactement. Très clair. Et j'aimerais bien savoir comment vous vous positionnez Arsène en termes de positionnement marché. Vous nous avez parlé tout à l'heure de 6 associés qui faisaient déjà du large chez Arsène. Peut-être que j'ai mal compris et vous me rectifierez si c'est le cas. Comment eux-mêmes arrivent finalement à se distinguer? Pourquoi je choisirais maître A, maître B, maître C, maître D, maître E ou maître F à l'intérieur de la structure? Alors, ça, en réalité, ce qui compte pour nous, c'est que chacun de ces 6 associés, et puis plus globalement tous les autres associés du cabinet qui interviennent sur d'autres segments, même si tous, on intervient sur toutes les fiscalités, mais on a quelques positionnements privilégiés. Le plus important, c'est que tous les associés de ce cabinet vont avoir le même degré d'exigence, de qualité technique et de rendu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement interchangeables, mais ça veut dire que vis-à-vis de l'extérieur, de toute façon, tous les associés ont le même niveau d'exigence. C'est un niveau d'exigence firme sur lequel personne ne transige. Après, pourquoi est-ce qu'un client va choisir tel ou tel? C'est souvent, mais comme dans tout, des affinités qui se créent parce qu'on se rend compte au fil d'un dossier. Donc, du coup, quand on va… Des critères émotionnels. Oui, c'est ça. Et si vous voulez, a fortiori dans le private equity et dans le mid large, où les opérations se font très vite, on se rend compte qu'en partant du postulat que tout le monde a un niveau technique qui est très satisfaisant, mais y compris pour tous les autres cabinets, l'intuitu personnel joue beaucoup. C'est-à-dire que travailler avec quelqu'un qu'on connaît, dont on sait qu'on va pouvoir l'appeler à n'importe quelle heure, qui va avoir la réactivité, qui va avoir ce côté pragmatique avec lequel on ne va pas besoin de discuter pendant 3 heures pour comprendre ce qu'on veut, là où on veut en venir, c'est assez structurant dans une opération. Donc, je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas de prime abord, des critères en disant je vais choisir A, B, C, D. Je pense que c'est souvent des relations de longue date qui se sont nouées. Et après, le maintien de la relation, il s'articule autour d'enjeux très humains, en fait. Très clair. Donc en termes de canaux d'acquisition, tout à l'heure, j'ai compris que c'était les fonds qui venaient vous nommer, mais que vous travaillez aussi avec beaucoup de cabinets de la place, soit qui n'ont pas d'équipe fiscale en interne, soit qui veulent un point de vue extérieur ou une équipe fiscale qui fait 150 avocats et pas 5. Derrière, vos canaux d'acquisition du coup sont en termes j'ai perdu ma question. En termes de répartition, sont majoritairement faits sur les clients, sur les cabinets d'avocats ou via d'autres vecteurs? Alors c'est assez équilibré. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup construit le modèle sur des relations avec d'autres cabinets d'avocats qui n'avaient pas d'équipe fiscale ou qui se trouvaient en situation de ne pas en avoir et dont on faisait l'intérim. Ça c'est encore quelque chose d'assez important, même si ça tend quand même à se restreindre. Encore que la logique fait que
vous avez toujours un cabinet dont l'équipe fiscale est en train de bouger. Ça, c'est l'avantage. Nous, on reste là, mais les chaises musicales font qu'il y a toujours un cabinet qui a pas d'équipe fiscale. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui se renouvelle. Et puis ensuite, on travaillait aussi beaucoup. Alors maintenant, le marché se bouge un petit peu là-dessus, avec des acteurs qui faisaient de l'audit financier. Voilà, on avait beaucoup de dossiers qui venaient par ce biais-là, mais comme ces acteurs-là sont en train de se structurer en incluant des équipes fiscales, bon, bah, du coup, on a un flux qui s'est un peu réduit. Mais voilà, donc tout ça est dans une dynamique un peu globale. La réalité, c'est que le chiffre d'affaires continue de croître. Donc les canaux, en fait, varient en fonction des positionnements de marché, mais on est tellement central en réalité sur la fonction fiscale que quand il y a quand il y a un canal qui se réduit un peu, il y en a un autre qui prend le relais et qu'à la fin, tout ça fonctionne assez bien. Très clair. Aujourd'hui, vous semblez avoir une très bonne perception du marché, en tout cas une vision du marché. Est-ce que vous, associés, c'est une de vos missions aujourd'hui d'étudier le marché, de voir de nouvelles opportunités, de pouvoir le proposer à vos co-associés? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des structures dédiées au sein du cabinet d'avocats qui vous aident ou en tout cas qui vous accompagnent pour ce travail? Non, alors on n'a pas de structure dédiée. Et on est dans une logique, le cabinet s'est construit dans une logique très entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller chercher ses clients. Il n'y a personne qui va nous les apporter. Ou alors pas de manière pérenne, parce que même quand c'est un autre cabinet d'avocats qui nous amène une affaire, potentiellement quelques mois ou quelques années après, il va lui-même se staffer en fiscal. Donc le meilleur vecteur pour nous, c'est notre capacité, nous, à aller chercher des clients. Et on est invité à réfléchir en permanence aux mutations du marché, au positionnement qu'on veut donner au cabinet. Et ça, c'est multi-entrées, hein, c'est-à-dire regarder quelles sont les nouvelles attentes des fonds, comment est-ce qu'on travaille avec des sujets d'intelligence artificielle, comment est-ce que le marché va intégrer ça, comment est-ce que nous on peut leverager pour donner encore plus de valeur ajoutée à nos clients en s'appuyant sur ces outils, et comment est-ce qu'on se recompose parce que dans un environnement qui est composé de lawyers qui sont très établis, qui sont full service, avec des équipes fiscales qui en réalité sont abreuvées par les autres départements, et puis par ailleurs des acteurs du financier qui se structurent aussi sur le volet taxes. Donc nous, on est un peu au milieu. Comment est-ce qu'on fait vivre notre différenciation par rapport à ces acteurs-là? Comment est-ce qu'on projette ce nouveau marché en recomposition? C'est des choses auxquelles on réfléchit en permanence. Mais on n'a pas de structure dédiée, on n'a pas non plus de comité business développement. Mais en revanche, on a une forme d'émulation assez spontanée entre les associés sur des réflexions autour du private equity, par exemple, où on se voit assez régulièrement pour discuter, mais ça peut être d'un sujet technique ou ça peut être d'évolution de marché. Donc il y a une forme d'émulation spontanée qui se fait autour de ça. Très clair. Et donc aujourd'hui, quand vous cherchez des informations sur le marché, outre les fonds que vous pouvez rencontrer, ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure par rapport aux fonds mid et small que vous avez pu rencontrer lors de la période Covid, où est-ce que vous vous documentez? Si vous voulez du papier et du chiffre. Ouais, mais il y a des données publiques sur qu'est-ce que fait tel ou tel acteur, sur quelle typologie d'opération il appartient, jusqu'à avec qui il travaille. Donc ça, c'est des outils pour nous assez importants quand on est en début de relation pour comprendre un petit peu quel est le positionnement du client et avec quelle typologie de conseil il travaille. C'est-à-dire que du coup, ça va aussi nous aider dans la construction d'un discours et la mise en exergue d'éléments de différenciation par rapport à ce qu'il a pu connaître par ailleurs. Et après, il y a des classements publics, mais qui sont davantage là à titre informatif, parce qu'en réalité, il y a
il y a beaucoup de fonds small cap, il y a un peu moins de fonds mid, et il y a assez peu finalement de fonds large cap sur la place. Donc la réalité de qui a fait quoi et comment et avec qui, en fait, il y a parfois qu'à décrocher son téléphone et puis appeler les bonnes personnes, et puis l'information arrive comme ça. Donc ça aussi, ça se travaille beaucoup sur la relation humaine. Je disais que je voulais une matière déshumanisée, mais je voulais pas de drame humain, mais en revanche, on fait une matière qui est très très humaine, qui est très liée sur comment dirais-je, les relations qu'on peut créer avec tel ou tel. Est-ce que vous faites du détachement d'avocats fiscalistes en entreprise pour structurer des services fiscaux? Oui, on le fait. On l'a fait pour des grands clients corporate du cabinet, et on le fait très régulièrement. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais que, il y a beaucoup de collaborateurs qui l'ont fait au cabinet. Après, il faut trouver aussi les bons profils, c'est-à-dire ceux qui vont réussir à s'épanouir en entreprise, ceux qui vont réussir à apporter quelque chose aux clients, surtout, et ceux qui sont en demande de ce type comment dirais-je, d'expérience. C'est pas simple, parce que par construction, ceux qu'on fait le choix de devenir avocat, c'est parce qu'ils n'ont pas émis le choix d'aller en entreprise. Et on n'a pas non plus envie que nos collaborateurs prennent goût à ce que pourrait être la vie en entreprise, parce qu'on a envie de les garder. Donc c'est quelque chose qu'on fait et qu'on continue de faire. Il faut juste qu'on trouve les bonnes personnes à chaque fois pour satisfaire au mieux les besoins du client. Mais ce que je comprends entre les lignes, c'est que ce n'est pas un moyen d'acquisition ou de pénétration chez un client cible, mais c'est un moyen de fidélisation ou un service additionnel que vous vendez a posteriori, parce que vous avez parlé des clients à qui vous envoyez des collaborateurs en mission. Donc du coup, ça ne permet pas de pénétrer finalement une entreprise. Non, parce que globalement, les fois où ça s'est passé, on connaissait déjà très bien le client. C'est-à-dire que ce sont des directeurs fiscaux ou des DAF qui nous appellent parce qu'ils ont un besoin et dont ils savent qu'on va pouvoir le satisfaire eu égard aux relations qu'on peut avoir, au positionnement qu'on a, en tout cas à ce qu'il a perçu de ce qu'on était. Et en réalité, on est assez peu contacté en disant je fais un open bid sur un remplacement de 6 mois, et donc à quel prix tu me le fais, et voilà, c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'on vend, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Voilà, on n'est pas le Capgemini du taxe, quoi. Exactement. Très clair. Et en termes de formation, est-ce que vous intervenez beaucoup ou pas du tout? En termes de formation pour les clients? Pour les clients, tout à fait. Oui, on intervient. Alors, la difficulté, c'est de trouver des sujets qui ne soient pas trop, comment dirais-je, soporifiques pour les clients, parce qu'on fait une matière qui est quand même assez aujourd'hui la CET. Technique. C'est ça, exactement. Et je l'ai fait la semaine dernière. Pour un fonds qui faisait un événement avec les DAF de ses participations, et donc je commentais la loi de finances. Donc déjà, la loi de finances, c'est un sujet décent, donc c'est un peu tard. Et en plus, donc je parlais de CET, et dans mon bureau, j'ai des capteurs avec des néons comme ça, et le capteur ne fonctionnait pas. Et donc on était, je sais pas, il devait être 18h, et je commence à parler de CET, et là ma lumière s'éteint, j'étais en face de la caméra, et là je pouvais pas me lever, donc c'était un peu le truc du gag, quoi. C'est-à-dire le mec qui se prend un projecteur dans la tête, mais il continue à parler de CET. Non, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des sujets qui peuvent intéresser les clients, et en réalité, sur le segment private equity, c'est assez facile. C'est assez facile parce que comme la fiscalité est quand même au centre des enjeux économiques de l'opération, on arrive à venir parler de sujets techniques, mais qui résonnent dans la tête de nos interlocuteurs fonds. Parce que quand on vient leur faire une présentation sur la fiscalité des management packages, en réalité, les management packages, c'est eux qui les montent, les courbes, c'est eux qui les travaillent, et donc du coup, pour eux, ça éveille des choses très, très concrètes. Quand on vient leur parler de déductibilité des charges financières, en réalité, c'est quelque chose d'assez technique,
mais la manière dont ça va impacter leur retour, selon qu'ils peuvent déduire ou pas une partie de leurs frais de financement, tout à coup, ça prend une résonance très particulière pour eux. Donc, on arrive assez facilement à corréler des sujets techniques à des enjeux très économiques et financiers qui sont au cœur de leur deal. Donc, dans le private equity, c'est assez facile. Et après, dans les clients corporate qu'on peut accompagner, là, nos interlocuteurs sont généralement des DAF, donc ils sont quand même plus rompus à la CET. Parfois, ils sont intéressés par ça parce que tous ces impôts de production pèsent assez lourd dans la fiscalité des entreprises. Et donc, eux-mêmes sont assez avertis et donc on arrive à avoir des discussions ou des relais de formation qui sont assez efficaces avec eux. Très clair. On va ressauter sur votre structure aujourd'hui. Vous êtes combien d'associés chez Arsène Lettres? On est 20 associés. Vous êtes 20 associés pour 150 avocats. Est-ce que je me trompe? Pour un petit peu moins, je crois qu'on doit être 120 avocats. 120 avocats, d'accord. Du coup, est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de ce taux de leverage, qui est un beau taux de leverage que vous avez chez Arsène? Est-ce que vous avez des difficultés de taux de départ important des collaborateurs, puisque peu d'élus, 20 associés pour 120 avocats, c'est quand même assez faible par rapport au cabinet d'affaires traditionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de votre politique globale par rapport à l'association? Oui, alors on a quelques départs, on a un taux de turnover qui est quand même relativement contenu. Bon, après, là, on vit une période qui est assez particulière, qui a été propice à des réflexions. Moi, j'ai pas eu le temps de me poser la question de savoir ce que je faisais sur cette terre et comment et où est-ce que j'allais et est-ce que je préférerais pas aller élever des chèvres dans de Larzac. Donc, comme j'ai pas eu cette opportunité de réflexion, j'ai bêtement avancé jusque là où je suis. Donc là, on vit une période qui est assez particulière, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'acteurs, avec des collaborateurs qui sont très en quête de sens. Alors, parfois, ils s'en ouvrent avec nous et on essaye d'élaborer et de construire avec eux autour de ça. Parfois, ils s'en ouvrent pas et puis ils nous quittent. Bon, bah ça, voilà, c'est la vie, c'est toujours un regret, mais ça fait partie des choses qui arrivent. Et après, c'est moi qui ai oublié votre question. En C'est fait. le 20 associés, 120 avocats. Est-ce que ça pose pas des difficultés pour les collaborateurs? Et pourquoi ce choix d'avoir si peu d'associés par rapport au reste des cabinets d'affaires? Alors, c'est pas je pense pas que ça a été un choix. Alors moi, je suis associé depuis depuis janvier là, donc je vais pas commenter sur les choix qui ont été faits avant moi, mais ce que je vois, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Et globalement, il y a assez peu de collaborateurs qui sont restés jusqu'à être en position de devenir associés qui ne l'ont pas été. C'est-à-dire qu'on a quand même un taux de cooptation interne qui est très important. Là, on a quand même, le cabinet a coopté 4 associés, 4 sur 20, c'est quand même une proportion de renouvellement de la partnership qui est assez importante. Après, on a aussi un point qui est lié à notre matière, c'est-à-dire qu'on est une matière de production. On a besoin de beaucoup de collaborateurs pour pouvoir délivrer, parce qu'on fait beaucoup de production écrite, parce que notamment dans le transactionnel, on rédige des mémos. Donc on a besoin d'avoir beaucoup de personnes qui sont dédiées à la production. C'est une des spécificités aussi de notre matière. Et après, sur le nombre de collaborateurs, on a aussi une dynamique qui consiste à recruter avant que le chiffre d'affaires arrive. C'est-à-dire que en réalité, le nombre de collaborateurs aujourd'hui au cabinet n'est pas forcément représentatif d'un effectif qui va se caler sur la base d'un chiffre d'affaires. On est en déséquilibre avant, c'est-à-dire qu'on a plus de collaborateurs que ce que ça nécessite en termes de génération de chiffre d'affaires. Mais en revanche, on s'est toujours construit en se disant que les parts de marché, on va aller les chercher et qu'à l'inverse, si on est en retard à l'allumage parce qu'on n'a pas
les moyens pour délivrer au niveau où on l'attend une fois qu'on a fait rentrer les clients, c'est là où on aura un vrai problème. Donc on a plutôt une tendance à recruter des collaborateurs avec une ambition et une ambition pour eux, une responsabilité pour nous, qui est aussi de les projeter jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on n'embauche pas des armées en se disant d'ici à 2 ans, il y a un tiers qui sera parti, et puis après encore un tiers, et puis à la fin... non, on a cette ambition pour eux et cette responsabilité pour nous d'aller chercher les parts de marché qui vont faire qu'à la fin, on va pouvoir faire grossir le gâteau. C'est pas un cadeau, mais c'est un gâteau. Pour que ceux qui en ont la volonté et qui s'en donnent les moyens, et ça c'est important aussi, puissent avoir la place qu'ils veulent au cabinet. Donc c'est pas représentatif de quelque chose de figé, c'est quelque chose en construction, et on assume le fait d'avoir beaucoup de collaborateurs parce que c'est révélateur, voilà, notre ambition pour eux et aussi notre capacité à délivrer et à mobiliser des équipes. Il y a aujourd'hui, je pense, pas d'acteurs équivalents qui sont capables de mobiliser en quelques minutes une dizaine ou une quinzaine de collaborateurs pour pouvoir faire une opération en 3 jours. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça en fait. C'est vrai. Et aujourd'hui, comment vous faites pour recruter un collaborateur? Parce que vous l'avez dit, au début, on va devoir besoin de bras, parce que la fiscalité, c'est quelque chose qui demande énormément de production, en termes de temps et aussi en termes d'implication. Mais sauf que ce qu'on attend d'un senior, d'un senior manager, puis d'un associé, les compétences ne sont plus les mêmes. Ou ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend d'un collaborateur lorsqu'il arrive et ce qu'on attend d'un associé lorsqu'il est nommé, on n'a pas besoin des mêmes compétences. On a besoin des compétences de développeur, d'acquisition chez un associé, alors que chez un collaborateur, on attend de la rigueur et de la production et de la résistance. Est-ce que derrière, vous arrivez déjà à déceler, dès les entretiens d'embauche que vous faites pour choisir un collaborateur, si oui ou non il va avoir la capacité de devenir associé? Alors, je pense qu'en réalité, on ne capte pas grand-chose dans les entretiens d'embauche. Et je pense que, d'ailleurs, très probablement, nous, on va modifier aussi notre façon de mener ces entretiens. Parce qu'en fait, en 1 heure de temps, on n'arrive pas à capter l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va poser des questions techniques sur le CV, on va poser des questions techniques auxquelles les gens vont répondre avec plus ou moins de brio, mais ceux qui vont répondre parfaitement à la question, peut-être qu'en fait, ils ont lu ou répondu à cette question dans leur stage peut-être 2-3 jours avant. Et puis, celui qui ne va pas répondre n'aura pas forcément vu le point, mais est-ce que ça fait pour autant de lui un mauvais collaborateur? Non, je ne pense pas. Donc il faut qu'on modifie un petit peu cette façon de recruter en essayant d'appréhender davantage ce qu'on appelle les soft skills, hein, c'est la capacité à être accrocheur, la capacité à réfléchir, la capacité à synthétiser, la capacité à saisir les enjeux. Et ça, en fait, on l'a pas en entretien. En revanche, je pense que oui, on arrive assez vite à voir qui va être... il y a des personnalités qui peuvent évoluer et bien, mais je pense qu'on arrive assez vite à voir qui va aller toujours au-delà de ce qu'on attend de lui. Au-delà, ça ne veut pas dire partir le dernier, ça veut dire... capacité à cerner une question dans l'ensemble de ses composantes, à chercher des solutions pragmatiques qui vont être bonnes ou pas bonnes, peu importe, mais en tout cas on voit assez vite ceux qui ont la vision pratique qui va faire de lui un bon manager, parce que ça va être ça un peu les enjeux du manager en plus de la gestion du volume, et puis ensuite un bon associé, c'est-à-dire celui qui va comprendre quel est son rôle, qui va sentir les attentes du client et qui va être capable de lui répondre de manière pertinente. Donc vous allez
mettre en place un processus de recrutement qui va ressembler de près ou de loin à ce qui peut se faire BCG, McKinsey, Bain, ou avec des use cases ou des choses comme ça? Ça va être un peu ça l'idée, je pense. Enfin, c'est encore en construction, mais je pense que ça va être un petit peu ça. C'est une très bonne idée, pas pour ça. C'est de se dire, est-ce que, au fond, la meilleure façon d'appréhender, c'est la mise en situation. Et si on donne à quelqu'un un cas et puis l'ensemble du bagage théorique nécessaire à la résolution du cas, comment est-ce qu'il va appréhender les enjeux de la question posée, comment est-ce qu'il va être capable de synthétiser la data théorique et comment est-ce qu'il va être capable de la restituer à ce qui pourrait être ses clients. Je pense que là, on a probablement un meilleur aperçu de ce que donnera le collaborateur quand il sera en position. Et moi, il y a un propos que vous avez tenu que j'ai beaucoup aimé, c'est la compétence opérationnelle dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un certain mode de réflexion où on va derrière aller sur du pragmatisme et de la compréhension de l'opération en tant que telle. Est-ce que derrière, vous formez vos collaborateurs sur certains secteurs d'activité? Imaginons que chez Arsène, je ne sais pas, on fasse un petit peu de foreign ou de fiscalité du foreign. Est-ce que les collaborateurs qui vont être dédiés à ces questions, même si je sais que vous n'en avez pas, qui sont spécifiquement dédiés à ces questions, est-ce qu'ils vont aller voir de près ou de loin à quoi ça ressemble? Est-ce qu'ils vont être formés sur les enjeux, sur les entreprises qui exercent dans ce secteur d'activité et sur les acteurs prépondérants du marché? Alors, on n'a pas aujourd'hui, en tout cas, d'associés qui se sont positionnés ou spécialisés sur tel ou tel segment du marché ou de l'industrie. La raison, c'est qu'on pense que les enjeux fiscaux, en tout cas, qui peuvent être spécifiques à tel ou tel acteur, ne donnent pas accès à un marché suffisamment profond pour y dédier une activité. Et puis après, ça pose d'autres difficultés en termes de gestion client et de positionnement des uns et des autres. Donc, on n'a pas fait ça. En revanche, on a, sans que ça ait vocation à être exclusif, certains associés qui se sont positionnés eux-mêmes sur telle ou telle typologie. Et là-dessus, en fait, on va travailler beaucoup par mimétisme. C'est-à-dire qu'en fait, les collaborateurs, et encore une fois, tout type de collaborateurs, quelle que soit leur seniorité, vont être en contact très rapidement avec un associé, vont être en contact très rapidement avec des clients et vont saisir assez vite quels sont les enjeux de telle ou telle industrie ou de tel ou tel secteur. Mais on n'a pas d'associés ou de process qui a vocation à couvrir tel ou tel segment de marché. Très clair. Et en termes de facturation, comment est-ce que vous fonctionnez? Je sais que beaucoup de cabinets d'avocats fonctionnent encore à la timesheet et envoient stricto sensu ce qui a été rendu par les collaborateurs, les managers, les senior managers et les associés aux clients pour qu'ils puissent payer. D'autres fonctionnent au forfait, d'autres encore facturent à la valeur créée ou à la valeur économisée pour le client. Vous vous positionnez comment en termes de facturation aujourd'hui? Alors, il y a deux choses, la valeur créée ou la valeur économisée. Ce qui est sûr, c'est que nous, on ne fait pas de rémunération au succès ou en fonction d'une économie, mais parce qu'en fait, on ne travaille pas sur ces typologies de dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, on intervient rarement avec un client qui vient nous voir en nous disant je veux faire des économies d'impôts. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et c'est comme quand je dis alors, à des non-avocats, que je suis fiscaliste, on dit tu dois pas payer beaucoup d'impôts. Ouais, non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et donc nous, on n'intervient pas sur des clients qui nous disent je paye trop d'impôts, comment je fais pour en payer moins. Donc on n'a pas du tout de rémunération comme ça. En revanche, pour le reste, j'ai envie de dire que probablement la vertu est dans la synthèse. On a des timesheets parce qu'en fait c'est un outil de gestion et que ça nous permet quand même de piloter. D'avoir des indicateurs de perf. Voilà. Ouais. Et puis voilà, ça nous donne aussi une indication sur quel est le temps passé, quelle est la ressource qu'on a mobilisée. Donc pour nous c'est important en termes de gestion. Après, on est aussi sensible au sujet valeur ajoutée, c'est-à-dire en réalité,
au-delà du temps passé, qu'est-ce qui est valorisable ou pas pour un client? Comment est-ce que lui a perçu notre intervention? Est-ce que, même au-delà de la valeur objective qu'on a pu lui apporter, est-ce que lui a perçu cette valeur dans les modalités dans lesquelles on est intervenu? Et globalement, ce qui caractérise le cabinet, c'est qu'on est très ouvert sur ces enjeux d'honoraires. Et qu'en fait, comme on a des relations très particulières avec nos clients, il n'y a pas de tabou, y compris sur ces sujets-là. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on livre en transparence là où on en est sur la base d'un certain nombre d'indicateurs. Et parfois en nous disant nous-mêmes, ça ne va pas marcher. Donc voilà, on prend sur nous, parce que ça peut être du temps de formation qui appartient à la structure. Donc on livre l'état des encours qu'on a passé, en ayant retravaillé les sujets, encore une fois, de formation ou le temps passé qui n'est pas justifié, sur lequel on s'auto-censure. Et puis après, on échange avec le client. De toute façon, l'enjeu pour nous, c'est pas tant de se dire qu'est-ce qu'on va facturer sur un dossier. L'enjeu pour nous, c'est que le client soit satisfait et surtout qu'il nous rappelle. Enfin, voilà, je veux dire, le point, c'est toujours de voir l'après. Celui qui va se sécuriser sur un quantum de facturation, c'est un peu courte vue, quoi. Donc le vrai enjeu pour nous, c'est que quand on a eu une discussion sur les honoraires et qu'on raccroche, que tout le monde soit satisfait, que tout le monde ait trouvé ça faire, et surtout qu'on n'ait pas entamé la relation client. C'est ça le plus important. Très clair. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des processus en interne pour favoriser la vente additionnelle, la vente croisée ou le caractère de promoteur d'un de vos clients? Alors, il n'y a pas de procès. Alors, au cabinet, c'est un certain nombre d'associés plutôt seniors qui s'occupent de ces sujets d'appréciation des performances, voilà, entre les associés. Il n'y a pas aujourd'hui de process qui va objectiver la répartition de la valeur en fonction de tel ou tel associé qui va faire entrer un dossier et qui va le faire traiter par un autre, soit parce que on est dans le cadre d'une transmission d'un associé senior vers un associé junior, ou parce que on a au cabinet des pratiques très spécifiques, typiquement des TVA, douane, prix de transfert, qui ont des compétences extrêmement pointues. Et du coup, ça nous arrive, nous, d'avoir des entrées sur tel ou tel acteur corporate. Il a un sujet prix de transfert ou il a un sujet TVA, et donc on va faire rentrer un de nos associés spécialisés dans la matière. On n'a pas de règles, voilà, d'objectifs de répartition de la valeur et de la performance. Mais en revanche, tout ça, c'est sûr que c'est tenu compte, enfin on tient compte, et c'est pris en compte dans un tas de critères sur à la fin la répartition ou le poids relatif des uns et des autres. Mais on est sur un modèle qui est très basé sur la transmission intergénérationnelle, sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que notre objectif c'est de délivrer le conseil le plus pertinent, et ce qui serait mortifère, c'est d'avoir un associé corporate qui va lui-même traiter un sujet de TVA ou de prix de transfert pour garder du chiffre, et qui sera, quoi qu'il arrive, moins pertinent que quelqu'un dont c'est la spécialité. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne veut pas. Et donc on assure, même si ce n'est pas objectif, une juste répartition après des indicateurs de performance. Très clair. Maître Chemama, je vous ai pris beaucoup de temps, mais je veux quand même vous poser une dernière question, parce qu'on en a discuté au téléphone avant de faire ce podcast. On va faire le use case de recrutement que vous voulez mettre en place. Je suis collaborateur chez vous, je suis manager, j'ai 5 ans d'expérience au sein du beau cabinet Arsène, situé 32 rue de Monceau à Paris. Sam Golchani m'appelle un beau matin, après une soirée arrosée avec lui, et il me dit « Valentin, j'ai un client pour toi,
mais je ne peux pas le traiter en propre parce que j'ai pas de bande passante, j'ai besoin de travailler pour le cabinet et je décide d'aller voir l'associé qui est en charge de mon équipe pour expliquer à cet associé-là que j'ai la possibilité d'apporter un client chez Arsène. Comment ça se passe ? Et on va le féliciter d'avoir été sollicité par Sam Golcheni. Et on va le féliciter qu'il ait préféré appeler Arsène plutôt que l'équipe fiscale de White. Et ensuite, on va lui dire, écoute, c'est super. Comment est-ce que toi tu vois les choses ? Comment est-ce que tu veux qu'on traite le dossier? Comment est-ce que tu vois ton rôle et le mien? Étant précisé que si tu l'apportes au cabinet, il y a des enjeux de responsabilité et que du coup, mécaniquement, il faut quand même que la structure ait un droit de regard sur ce que tu fais. Et du coup, en bonne intelligence, on va essayer de chacun trouver sa place. Notre sujet, c'est qu'on ne demande pas forcément aux collaborateurs d'apporter des dossiers. En revanche, moi en tout cas, mais c'est une sensibilité personnelle, sans les encourager, je pense qu'il faut en tout cas les féliciter quand ça arrive, parce qu'encore une fois, c'est notre ADN. Donc on ne peut pas demander à un collaborateur de rester sagement dans l'exécution pendant les 7-8 premières années de collaboration, et puis ensuite de le transformer en fille honneur, et en disant il va falloir que tu cherches des clients et que tu les trouves, quoi. C'est ça le point. Donc il faut encourager ça. Et voilà, et puis l'accompagner pour voir comment est-ce que lui a sa vision sur la manière dont le sujet doit être traité. Parce que si c'est lui qu'on est allé chercher, c'est que très probablement il a une valeur ajoutée, et c'est pas une blague, sur le dossier. C'est sûr. Très clair. Donc finalement, c'est une conversation qu'on peut avoir avec son associé, et derrière, ça relève du bon vouloir de chacun, à savoir que le collaborateur ne soit pas trop gourmand et soit conscient aussi des enjeux de le faire traiter par la structure, et que l'associé de son côté laisse sa juste place au collaborateur qui va porter le dossier. Exactement. Parfait. Exactement. Maître, est-ce que vous avez un dernier mot à passer en votre nom propre ou au nom du cabinet? Vous avez carte blanche. Non, mais merci pour ce temps-là, merci pour cette tribune, et merci pour ces questions. Et je ne sais pas exactement si le podcast est écouté notamment par des jeunes étudiants, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de sujets très humanisés, voilà. on sera ravis s'ils s'orientent vers la fiscalité de les recevoir, et puis peut-être que ce seront les premiers à étraîner notre nouveau mode de recrutement, et on en sera absolument ravis. On les préparera. C'est ça. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles, et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.